Messieurs, et tout de suite, on retourne sur Terre avec la politique belge. Quand les partis s'envoient des chiffres à la tête, difficile pour les électeurs d'y voir clair. Alors, ne serait-il pas temps de clarifier, d'évaluer le coût des promesses électorales? On en a parlé cette semaine à la Chambre, mais est-ce faisable? Qui pourrait procéder à ces évaluations? Les électeurs que nous sommes seraient-ils plus éclairés? Pour autant, nous allons tenter de répondre à ces questions avec les représentants des différents partis politiques, avec aussi nos spécialistes. Robert Terhulg, vous êtes docteur en droit et en sciences économiques. Pour vous, ce serait une bonne chose qu'on puisse évaluer le coût et les bénéfices des promesses électorales? Écoutez, on est dans un monde aujourd'hui où, en termes de marché, on essaye d'avoir des transparences et de l'information. Et si effectivement, même dans les services financiers ou dans les biens des services, vous avez des publicités mensongères, il y a des sanctions. Pour vous, ce sont des publicités mensongères? Alors, le véritable problème qui se pose, c'est de voir en termes politiques. Il est évident que l'on s'aperçoit qu'il y a de la démagogie et que certains partis et certains politiques sont tentés de dire n'importe quoi et d'aller dans le sens du poil du public. Et qu'à ce moment-là, ils sont incapables, lorsqu'ils auront le pouvoir, d'assumer. Et donc la publicité est mensongère. Ah oui. On ne peut pas concevoir des sanctions en disant, comme pour un produit, celui qui a fait cette publicité mensongère sera sanctionné, parce qu'après ça, vous avez l'immunité. Donc je crois qu'il serait sain, effectivement, d'imposer aux gens de dire comment ils vont y arriver. L'idéal serait d'avoir le bureau du plan ou des services spécialisés économiques qui existent, qui noteraient la faisabilité des projets. Parce qu'il y a des projets qui sont totalement irréalistes. Prenez simplement, quand on a baissé l'âge de la pension, on a trompé le public. On savait qu'il serait impossible d'assumer cela. Et on le savait scientifiquement. Mais là, les scientifiques ont beau le dire, ont beau l'affirmer, ça sert strictement à rien. Bernard Jurion, passer finalement les programmes au détecteur de mensonges, hein, c'est un peu ça qui a été suggéré. Et est-ce que ça vous paraît, vous, réalisable? Personnellement, je ne le pense pas, et je crois que c'est non seulement non réalisable ou peu réalisable, mais c'est également non désirable. Ah bon? Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement avoir une évaluation à court terme, sans analyser les conséquences de long terme des politiques qui sont proposées. Or, que ce soit sur le plan fiscal ou autre, les politiques sont des politiques de long terme. Elles font ressentir des effets sur l'économie à long terme, sur l'emploi, sur les dépenses des ménages et ainsi de suite. Et ce que je crains, c'est qu'une évaluation, là, va vite. En un mois ou deux avant les élections, donne des résultats qui seront superficiels, qui ne seront pas justifiés, que les partis immédiatement pourront contester, et la situation sera encore pire vraisemblablement que s'il n'y a pas d'évaluation. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent quand même être évaluées assez facilement? Allez, tous les partis ou presque proposent d'augmenter la quotité exemptée d'impôts. Donc jusqu'à quelle tranche est-ce qu'on ne paye pas d'impôts? Bon, ça j'imagine qu'on peut en évaluer le coût, le manque à gagner pour la sécurité sociale, non? C'est pas facile à faire, ça? C'est facile à faire, on peut le faire à court terme, bien entendu. On a des statistiques pour le faire. Le problème est celui des changements de comportement des contribuables. Je vais prendre un exemple. Au début des années 2000, il y a eu deux grandes réformes fiscales. Une de l'impôt des personnes physiques, une de l'impôt des sociétés. 2001-2002. Ces réformes ont été échelonnées dans le temps, notamment la réforme de l'impôt des personnes physiques. Si on avait calculé en 2000 ou en 99 le coût de cette réforme, on aurait dit vraisemblablement elle est coûteuse. J'ai repris les chiffres de l'évolution du rendement de l'impôt des personnes physiques entre 2000 et 2007, avant la crise de 2008. Mais chaque année, le rendement de l'impôt des personnes physiques, malgré la réforme entreprise, déjà l'augmentation des quotités exemptées d'impôts, la réduction des taux marginaux, malgré cela, les recettes fiscales des pouvoirs publics augmentaient. Alors on peut dire, bien entendu, sans la réforme, la fiscalité aurait vraisemblablement, ou les recettes fiscales auraient augmenté plus, je n'en suis pas sûr. Il faut savoir que les agences économiques réagissent à l'impôt, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises. Il y a une différence très nette entre qui est censé payer l'impôt et qui le paye effectivement. Ce sont des modèles très compliqués. Moi, je crains que réagir à court terme provoque des réactions finalement non désirables et des résultats superficiels. Alors, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Est-ce que votre parti, on viendra dans les détails après, mais est-ce que votre parti aujourd'hui est favorable à cette évaluation des programmes, des promesses électorales? Jacqueline Galland.
Oui, Charles Michel a été le premier de toute façon à proposer que la réforme fiscale soit soumise au bureau à la Cour des comptes. Et donc, oui, évidemment, nous sommes tout à fait favorables. Et je trouve que c'est vraiment nécessaire pour crédibiliser l'ensemble des programmes qui sont proposés par les partis politiques et pour éviter justement ce que monsieur a dit au départ, d'avoir finalement des propositions les publicités mensongères. Allez, oui ou non, Benoît Sorec? Oui, nous sommes tout à fait favorables. Nous sommes d'ailleurs co-signataires de la proposition au Parlement et on espère qu'elle sera encore votée avant la fin de la législature, même s'il ne faut pas tromper les gens. Je ne pense pas qu'on la mettra en œuvre pour cette élection-ci. Ça, on va en parler. Mais au moins qu'on ait des avancées dans ce domaine-là. Oui, Didier Gossuin. Oui, bien sûr, mais on aurait pu le faire. Il y a une commission mixte finance qui s'est créée début 2013. Pourquoi attendre un mois avant les élections? Le travail aurait pu être fait en commission des finances, il n'a pas été fait et la majorité s'est même divisée là-dessus. Ce qui montre que leur intention aujourd'hui positive est à prendre avec des pincettes. On y revient, heureusement que j'ai dit oui ou non. Zoé Genot. Mais donner un outil de plus aux citoyens pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'on propose exactement et quels seront les effets, oui. Mais faire tout n'importe comment maintenant à la va-vite, là je pense que ce serait aussi tromper les citoyens. Christophe Lacroix? Alors oui. On ne sommes vraiment pas opposés, que du contraire. Et évidemment, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on le fasse de manière concrète et globale. Donc, comme vous l'avez dit, il faut voir les aspects microéconomiques, mais macroéconomiques, voir si ça sert effectivement à la relance pour l'emploi, si ça sert vraiment à la protection sociale. Donc, il y a toute une série d'effets à la croissance. Donc, au-delà, par exemple, de la réforme fiscale et de les économies pour les citoyens et ce que ça va coûter à l'État, il y a toute une série de faits qu'il faut examiner. Et donc, nous sommes partisans d'une étude globale pour cela. Belle unanimité, puisque tout le monde est... Le PS qui a changé de position. Ah non, non, non. Moi, je suis... Nous sommes pour, Madame Galland. Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Galland? Le PS ne voulait pas une évaluation globale, justement. Il voulait uniquement que la réforme fiscale soit soumise à cette évaluation. C'est la dernière proposition de Paul Magnette. C'est tout à fait faux. En tout cas, les projets de réforme fiscale. C'est tout à fait faux. Donc ce que Mme Galland dit, c'est tout à fait faux. Il fallait venir en commission, monsieur Lacroix. Ça, c'est l'écran de fumée. C'est l'écran de fumée que le maire fait. Donc il se dit, on va faire tout le programme électoral, alors qu'on sait très bien qu'il faut 3 mois minimum pour le faire. Aux Pays-Bas, ils le font. Ça demande 3 mois et 85 personnes. La BNB, que nous avons auditionnée, la Cour des comptes, le Bureau du Plan, le Conseil supérieur des finances nous ont dit que c'était impossible. Donc, effectivement, le MR préfère que l'on examine l'ensemble des programmes politiques pour montrer que c'est infaisable, impraticable, pour enterrer la réforme, alors que nous avons proposé, avec d'autres partenaires de la majorité, y compris Écolo d'ailleurs qui était présent aux réunions, le MR n'y est pas toujours, de focaliser sur un plan qui est la réforme fiscale. Pourquoi? Parce que la réforme fiscale, c'est l'une des priorités de l'ensemble des partis politiques. Voilà. Et on promet ici Monts et Merveilles. Donc ces chiffres, j'imagine qu'on peut les vérifier. Le MR propose Monts et Merveilles et la KUL, qui est quand même une université importante, a démontré que la réforme fiscale du MR allait coûter 15 à 20 milliards d'euros. Allez, brève réponse de Jacqueline Galland, parce qu'on ne va pas faire le débat entre vous deux. Premièrement, la KUL a dit elle-même que ces chiffres, son analyse n'était pas bonne, vu qu'il s'était basé sur un article de presse et qu'il n'avait pas les bons moniteurs pour analyser sa réforme. Et la KUL l'a dit ouvertement. Deuxièmement, par rapport à la réforme, à l'analyse, nous voulons vraiment l'analyse complète des programmes électoraux. Si je prends un cas très concret, le PS a proposé la gratuité des repas scolaires dans les cantines. Ça coûte 230 millions. Et bien moi, je voudrais savoir comment on va financer ça. Est-ce qu'on va encore piocher dans les communes et donc, in fine, mettre des impôts supplémentaires aux citoyens? Et donc, moi, je voudrais avoir vraiment des réponses par rapport à tous ces gestes, ces cadeaux électoraux qui sont offerts par le PS. Moi, je voudrais vraiment qu'on budgétise toutes ces propositions. Bernard Juru, on vient de le rappeler, la KUL s'est livrée à une analyse, effectivement, de la réforme fiscale proposée par le MR. Plus globalement, est-ce que les universités ne peuvent pas faire ça? Vous avez déjà eu des demandes dans ce sens-là? On a eu des demandes dans ce sens-là assez récemment. J'étais concerné, comme était concerné un collègue juriste et deux collègues politologues. On s'est réunis, on a décliné l'invitation, d'une part parce qu'on ne dispose pas des bases de données dont disposeraient des administrations telles que le service d'études des finances ou la Banque nationale ou le Bureau du Plan. Donc ce qu'on peut faire, c'est émettre des considérations du type de celles que l'on peut émettre ici, distinguer le court terme du long terme, les effets que la fiscalité a sur le comportement des entreprises, des ménages et ainsi de suite. Mais ça n'éclaire pas vraiment les lecteurs. Ça n'éclaire pas vraiment les lecteurs, mais lui donner un résultat de court terme sans le justifier, en disant mais si rien ne change, le coût de la mesure est d'autant, je crois que c'est le tromper tout autant. Parce que si
les partis proposent des modifications de la fiscalité ou d'autres mesures de politique économique, c'est parce qu'ils espèrent obtenir des changements et par conséquent l'impact sur la base imposable. Or là, M. Lacroix a raison de le signaler, sur des modèles macroéconomiques qu'il faut faire tourner, on ne peut pas faire ça en 2 mois. Mais prenons un exemple. Quand on a demandé à la Banque nationale d'évaluer le coût des intérêts notionnels, combien de temps a-t-il fallu... Il y a une grande discussion là-dessus, oui, effectivement. Mais combien de temps a-t-il fallu pour qu'elle dépose son rapport? Ça a pris du temps, tout simplement. Pas parce que les économistes de la Banque nationale sont lents et de mauvaise qualité que du contraire, mais parce que justement, ils sont bons et ils ne voulaient pas donner des résultats à la population qui serait sujet à caution. Donc, il faut distinguer le travail d'amateurisme de certains économistes qui vont dire ça va, ça coûte autant, sans beaucoup justifier leurs propositions, et un travail scientifique plus sérieux qui demande de la réflexion, des effets de court terme, des effets de long terme, et là, ça demande du temps, et je ne crois pas qu'on peut faire ça en 2 mois. Robert Terhul, ce serait de l'amateurisme de chiffrer. Non, mais il y a une chose qui est frappante. Ce qui apparaît ici très nettement, c'est que les gens qui font des propositions n'ont pas analysé l'impact. C'est ce qu'on vient de dire. Parce que si j'écoute, je constate qu'on lance en l'air sans avoir analysé l'impact, puisque on me dit il est impossible d'analyser l'impact. Donc, on joue au Vogelpick, on lance des affaires, et puis après on verra comment ça date. Donc, je crois qu'il serait sage que les gens doivent justifier, parce que c'est un effort intellectuel qu'ils devraient faire eux-mêmes vis-à-vis d'eux, s'ils ont la moindre éthique. Et il faut cesser de courir après des voies, il faut proposer des programmes de long terme. L'exemple que je vous donnais, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il était connu, et scientifiquement connu. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'écoute pas et on ne veut pas entendre. Parce que si on fait de la démagogie, on ne veut pas entendre la voix de la raison et du scientifique. Et on rejette. Ça a été la même chose dans d'autres cas où il était clair qu'on pouvait démontrer scientifiquement certaines choses et qu'elles étaient là. Il ne fallait même pas les chercher. Donc ce que moi je demanderais aux partis politiques, c'est de justifier leur programme. Parce que ce que j'entends, c'est-à-dire, on lance, puisque nous ne savons pas les scientifiques l'analyser, eux sont capables de le lancer parce qu'ils ont après ça bricolé. Non. Qu'ils justifient. Et je crois qu'autour de la table, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord sur le plan du principe. Oui, qu'ils justifient. Et qu'à ce moment-là, les scientifiques prennent leurs responsabilités et qu'on les écoute. Qu'on écoute parce qu'il y a des statistiques existantes, il y a des éléments très simples qui existent. Et là, vous avez parlé de démagogie, je rebondis sur ce que vous dites. En fait, la proposition d'évaluer les programmes, elle n'est pas neuve, elle date de novembre 2010. Oui, mais c'est de justifier son programme. Ouais. Mais la voilà, c'est une proposition de loi du CDNV qui proposait l'analyse par la Cour des comptes des conséquences budgétaires et macroéconomiques des programmes électoraux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant 3 ans et demi? On s'est assis sur cette proposition, Didier Gossuin. Évidemment que c'est assis, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on constate? Et donc, c'est de la démagogie de la ressortir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce sont les partis de la majorité qui s'invectivent. Fiasco, caricature, peu crédible, enfin, on entend tous les mots. Or que sache, ces gens ont des postes de ministres, ils ont des administrations, ils ont des cabinets, ils nous lancent des chiffres et ils sont contredits par l'ensemble des partis. J'ai entendu hier le CDH dire que c'est le fiasco fiscal, etc. Donc c'est pas très sérieux tout ça. Je dirais que des partis comme Écolo, comme le FDF, nous n'avons pas d'administration, on est dans l'opposition, mais eux ils ont des administrations et qu'est-ce que je constate? Ils disent tous les trois le contraire, l'un de l'autre. Ça montre bien qu'il faut être sérieux, que l'on donne des axes. Mais qu'on cesse de faire croire aux gens qu'on va diminuer 100 € poche en plus pour l'un, diminution de l'axe. Qu'on donne des priorités. Qu'on donne des priorités. Or les partis politiques veulent avoir des chiffres toujours. Pendant 3 ans je n'en sais rien. Demandez à la majorité. Malheureusement, Madame de Molin, rien. Les choses ont traîné. Et pourquoi, Monsieur Sorel? Et on constate que chaque fois avant les élections, on ressort avec cette proposition. C'est la raison pour laquelle... Donc c'est de la démagogie, c'est la raison pour laquelle au CDH, maintenant. nous demandons, on voit qu'on s'est allé très vite dans un certain nombre de propositions. Nous demandons que celle-ci soit votée d'ici la fin de la législature et on la mettra alors en place pour les élections futures. Mais avançons cette fois-ci sur cette transparence. Vous savez, je pense qu'on a quand même un intérêt collectif ici, dans quelque formation politique qu'on soit, de restaurer un minimum de climat de confiance avec le citoyen. Et pour ça, il faut travailler sur la transparence et sur la crédibilité de nos propositions. Et je suis assez étonné d'entendre qu'on ne pourrait pas objectiver financièrement un certain nombre de propositions. Vous savez, au CDH, on a des propositions en matière fiscale. Nous les avons chiffrées tant en dépenses qu'en recettes. Et moi, je n'ai aucun problème
à ce que le bureau du plan ou la Cour des comptes viennent vérifier à un moment donné la réalité des chiffres que nous mettons sur la table. Parce que promettre tout et n'importe quoi, je pense que ça décrédibilise l'ensemble du monde politique. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Et je ne vois pas en quoi, cher professeur, ce ne serait pas possible. Vous savez, alors, si on ne sait pas prévoir l'impact socio-économique d'une réforme, alors c'est quoi gouverner, hein? Il faudra bien le faire lorsque ça sera sur la table du gouvernement. Voilà. Enfin, c'est quand même surprenant, tout le monde est d'accord. Mais alors, Jacqueline Galland, vous voudriez que ça soit appliqué déjà pour les élections du mois de mai. Est-ce que ça, c'est pas une promesse en plus? Mais ça, c'est du n'importe quoi. Je suis la seule à participer peut-être ici autour de la table à la commission de l'Intérieur. Mais moi, et Madame j'étais là. Genot. Et Madame Genot. Et je peux vous dire que La c'était première n'importe commission, quoi. la première fois que la proposition de loi a été examinée en commission, le PS a freiné des cas de fer et a demandé que des auditions soient organisées. Moi, j'ai refusé, j'ai voté contre le fait de faire des auditions parce que ça allait retarder le débat. On a eu les auditions et puis il y a de nouvelles propositions qui sont venues sur la table. On aurait pu déjà voter cette proposition de loi. C'est faisable au niveau des Pays-Bas. Je ne vois pas pourquoi en Belgique ce n'est pas possible qu'on puisse analyser objectivement. Encore une fois, Madame Galland, nous regrettons à 2 mois des élections et pas avant. Nous regrettons évidemment que cette proposition n'ait pas été examinée auparavant. Et de toute façon, comme nous l'avons dit en commission, nous, que ce soit la Cour des comptes, la Banque nationale ou une nouvelle organisation ou une collaboration de plusieurs institutions, mais nous voulons vraiment qu'il y ait une objectivation et qu'on donne du crédit aux différents programmes qui sont proposés. Donc je ne rejoins pas du tout l'analyse qui a été faite par monsieur qui dit que c'est infaisable. C'est quand même malheureux quand aux Pays-Bas c'est faisable et qu'ici en Belgique ce ne soit pas réalisable de manière tout à fait objective. Mais je pense qu'avec cette proposition, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête de faire du n'importe quoi. Et donc, avec cette proposition même, ne faisons pas du n'importe quoi. Quand en commission, par exemple, j'ai demandé combien va coûter le fait de faire cette évaluation de qualité, à qui va payer ce budget et à quelle institution on va confier ce budget, etc. Personne ne savait même combien ça allait coûter de faire cette proposition. Alors, on fait exactement le contraire de ce qu'on propose dans le final, c'est-à-dire on veut vite voter une loi sans même savoir combien elle coûte, est-ce qu'on donne les moyens humains à l'institution pour le faire correctement. Parce que pour nous, c'est très important que l'institution, quand on voit le modèle hollandais, donc, alors en Hollande, ça existe depuis longtemps. Il y a un organisme indépendant qui contrôle les programmes électoraux et qui remet une analyse qui est publique et qui est à la disposition de tous les citoyens. C'est vrai, pourquoi ça se fait chez eux et pas chez nous? Tout à fait. Ils n'ont pas eu besoin de loi. Ils font ça depuis les années 80. C'est en fait un parti qui a proposé au bureau du plan de le faire et puis peu à peu, le bureau du plan a offert le service à l'ensemble des partis. Ils ont construit un modèle avec vraiment une garantie de confidentialité pour que les partis soient en confiance. Je pense que c'est très important qu'il ne puisse pas y avoir un ministre qui vienne chipoter dans le modèle pour laisser d'arranger son programme. On ne peut pas faire la même chose chez nous? Eh bien, on peut faire exactement la même chose. Mais faisons-le aussi bien qu'eux, parce qu'eux ne s'arrêtent pas aux conséquences financières. Ils voient aussi l'effet du pouvoir d'achat sur les différentes catégories sociales. Ils voient l'effet sur l'environnement, l'effet sur la santé. Ils essayent vraiment d'avoir un modèle assez global. Donc, ne faisons pas de l'impro comme ça maintenant, juste avant les élections, pour faire un petit n'importe quoi qui va de toute façon aboutir à rien. Faisons un bon modèle qui, en effet, aidera les gens à voir plus globalement à court terme et à moyen terme. Vous voulez dire que pour les élections du mois de mai, c'est infaisable? Pour quantifier les programmes, cette fois-ci, globalement, c'est totalement infaisable. Et ceux qui disent le contraire sont des mensonges. On est à 60 jours des élections, il faut être réaliste. Ce n'est plus possible aujourd'hui. En même temps, s'il vous plaît. Christophe Lacroix, est-ce que c'est faisable pour les élections de mai? L'ensemble des programmes politiques, non. Par contre, nous voulons, nous socialistes, nous sommes rejoints par d'autres partenaires majorité, y compris Colo. Le MR est beaucoup plus dubitatif là-dessus, mais on comprend pourquoi, parce que la réforme fiscale, c'est de la pure camelote. Vous avez encore 2 mois pour régler vos comptes. C'est de la pure camelote. Ils viennent de changer encore des chiffres, des quotités exemptées, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement... Vous êtes au gouvernement sans interruption depuis 25 ans, vous auriez pu créer une institution pour évaluer les programmes électoraux. Madame Galland, vous avez le ministère des Finances. Madame Galland, vous avez eu le ministère des Finances pendant 10 ans, et vous recorrigez en dernière minute votre réforme fiscale. On a été le premier parti à demander une évaluation notre réforme par la Cour des comptes. On a été le premier Nous proposons donc, comme Mme Genot et d'autres partenaires de la majorité, d'examiner ça de manière correcte. Nous n'aurons pas le temps avant les élections. Donc focalisons-nous sur un sujet qui est la réforme fiscale. Et nous avons besoin des auditions pour faire cela. Vous contestez les auditions, alors que les auditions étaient très intéressantes et ont démontré comment on pouvait y arriver. Donc vous dites que la réforme fiscale, elle peut encore être évaluée dans les 2 mois qui restent. Et ça permettrait
permettrait d'éclairer. Si les experts de la KUL savent le faire, un certain Voilà. nombre d'autres institutions savent le faire. Oui. Et donc Ils ça, ont c'est quelque chose qui est avoué faisable. eux-mêmes que leur analyse Sur une n'était pas analyse bonne. plus macro, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le maire en a Oui, peur. oui, alors Mais non, attendez, nous n'avons pas peur. Mais qu'est-ce que Nous ça veut dire n'avons une pas réforme peur. fiscale? Ça ne veut rien dire une réforme fiscale. Dans quel sens? Dans quel sens? Quels sont les choix? Quelles sont les priorités? Monsieur de Saint-Denis, nous, on a nos choix. C'est les partis Ils politiques. sont très clairs, ils sont chiffrés et ils peuvent demain être objectivés. Pas de problème. Pas de problème. messieurs, pas tous en même temps. Et je voudrais... Monsieur Terwil, Tu es je un vous en prie. citoyen. Qu'est-ce qui vous empêche de justifier vos propositions? Premier élément, vous les Ça s'est justifiez. fait. Dans les Non, programmes. ça ne se fait pas. Mais si. Non, non, Tout a je été vous demande de budgétisé. les justifier vis-à-vis du citoyen. Et il appartiendra au service d'études indépendants et aux citoyens de faire leurs commentaires. Et on passera simplement par une première transparence. J'annonce ça et voilà comment je vais le faire. Parce que vous avez des choses étonnantes. Regardez, on a rendu la circulation impossible pour des raisons écologiques à Bruxelles. Et qu'est-ce qui se passe? L'analyse Non, non, n'engage mais que attendez, vous. c'est très intéressant au niveau économique parce qu'on raisonne à un coût. À deux coups, c'est très intéressant pour l'État. Parce que pour l'État, il y a plein d'embouteillages, on consomme énormément d'essence, et qu'est-ce qui est gagnant? C'est l'État. Et la Vous savez fiscalité. pas combien ça coûte en Alors, matière moi, de je veux bien, santé. on arrive à des Racontez pas aberrations. n'importe quoi. Mais Si non, les on ne raconte experts pas racontent n'importe quoi, madame. Vous savez très bien Le ce que ça RER coûte sur au le niveau Brabant santé. wallon, vous ne le faites pas. Le nom- Pourquoi? Eh Pour ben, des raisons nous politiques. Madame avions Genot, investi monsieur dans le Terwil. RER. C'est n'importe quoi. Ne racontez Essayez pas de n'importe quoi. développer. Vous On savez est combien en ça train- coûte en matière de le coût, santé, vous avez les vu ce que ça particules coûte? fines? Combien ça coûte en madame, matière de Monsieur santé? Terwil, avez-vous Madame développé Genot, je le crois qu'on ne diesel? fait pas le Allez. débat sur la Mais non. mobilité. Mais alors, il raconte On fait le n'importe débat quoi. sur Allez. l'évaluation des promesses électorales. Ce que je Et veux, je c'est voudrais qu'on expertise avance. il a en matière Je de voudrais qu'on mobilité. avance Allez. là-dessus parce que vous avez Et de tous santé. parlé Mais de madame, ces c'est les organismes. autres coûts. Monsieur Terwil, s'il vous Ouais, plaît, faut prendre tous vous les avez tous parlé de ces organismes de contrôle qui ne sont pas très chauds, qui ne se bousculent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, pour analyser les programmes. Ils ont été entendus à la Chambre. Je ne vais pas reprendre toutes leurs réactions, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne dispose pas en Belgique d'un organisme de contrôle qui pourrait faire ça de manière tout à fait neutre et indépendante, puisque tous viennent dire, nous, on est surbookés, on ne veut pas rentrer dans l'arène politique. Ouais, ça marche pas. Alors, Benoît Sorex. Aucun de ces organismes n'a dit qu'il n'avait pas la compétence technique pour le faire. non. Il manquait de temps et de moyens. Voilà, Donc ça, c'est au pouvoir politique on de voit les doter cet réactions, organisme, hein, la Cour comme des ça se passe comptes. aux Pays-Bas, des moyens nécessaires pour pouvoir le faire. La Cour des comptes qui dit je lance un appel Oui. à la prudence quand il s'agit d'amener la Cour des comptes dans l'arène politique. Le Conseil supérieur des finances, il ne faut pas sous-estimer la tâche d'une initiative comme celle-là de monter un cadre, des moyens, Voilà. ainsi qu'un Ça, ils mandat ont très raison. clair. Ils ont Et raison. le bureau du plan, tout cela est bien beau et bien gentil, mais ingérable avec les moyens dont nous disposons. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'état actuel des choses qui pourrait effectuer cette tâche. C'est Didier clair que ce sont Gosselin. des missions importantes, et c'est parce que ce sont des missions importantes qu'il ne faut pas être démago. Hélas, encore une fois, durant cette campagne, on va dire tout et n'importe quoi à ce sujet. Il ne sera pas possible de l'évaluer, et chacun va s'envoyer des noms d'oiseaux. Et donc c'est fort regrettable sur le plan démocratique. Mais oui, nous avons de très bonnes institutions, il faut leur donner les moyens, et qu'en tout cas il y ait un engagement, à défaut même de voter une loi, comme dit Mme Genot, qu'il y ait au moins des engagements de doter dorénavant de moyens à ces institutions pour éviter la dérive actuelle auquel on assiste, notamment entre les partis de la majorité. Donc pour vous, c'est pour les prochaines élections qu'il faut Bon, le faire. écoutez, c'est pas possible à la fois de trouver les moyens pour le bureau du plan, d'engager des spécialistes et de leur Ouais. demander d'analyser toutes Ouais. les fadaises qui circulent actuellement. Hein. Mais bon, moi je me suis renseigné quand même un peu. J'ai vu qu'il y avait une centaine d'experts au bureau du plan. Il y a plus de 400 auditeurs, Oui, enfin, 400 ils auditeurs font à la autre Cour chose, des hein. comptes. Enfin. Bon, est-ce qu'ils ne sont pas un peu frileux? Je vous renvoie à la question, Bernard Jurion, puisque vous êtes membre, vous, du Conseil supérieur des finances. Non, je ne le crois pas. Je reste cohérent avec les remarques que j'ai faites tout à l'heure. Ben, ces gens sont engagés par le bureau du plan, par la Cour des comptes, etc. Ils ont des missions. Ils sont engagés pour remplir des missions qui existent aujourd'hui. On leur demande des prestations supplémentaires. Ouais. Dans un cadre qui est compliqué, parce que M. Sorex nous dit, c'est très bien, la réforme fiscale, on peut l'évaluer. Ouais. Non, on l'évaluera avec des modèles à comportement de contribuables à changer, Il y a à des court terme. indicateurs Ben, pour le faire. Oui. Et vous Comment connaissez l'évolution Oui. de l'activité économique. Vous savez comment le produit intérieur brut de la Belgique va évoluer dans les années qui viennent. L'impact des effets internationaux sur la Belgique. On est aujourd'hui, M. Sorex, une petite économie, Mais- très fortement ouverte vers l'extérieur. Notre niveau de vie dépend de décisions qui se prennent à l'étranger, C'est vrai. de situations qui se prennent à l'étranger. Et tout à l'heure, je parlais de la réforme fiscale du début des années 2000, qui était planifiée sur plusieurs années successivement. Tout simplement, et qui l'a été au fur et à mesure
que la situation économique de la Belgique s'améliorait. C'est vrai qu'à l'époque, on a connu une période de croissance du produit intérieur brut réel relativement substantielle. Maintenant, on peut peut-être faire l'hypothèse aussi. Personnellement, je la fais. Vous êtes d'accord avec moi que la réforme fiscale, entreprise à l'époque, a contribué partiellement, de pourcentage donné, à cette augmentation du produit intérieur brut de la Belgique. Mais ce sont des modèles compliqués qu'il faut traiter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'électeur, il n'a qu'à croire sur parole ces messieurs et dames qui sont autour de la table et qui s'envoient des chiffres à la figure on s'envoie des chiffres, à longueur de débat. Je crois qu'il faut être excessivement clair. Des chiffres, il y en a beaucoup quand même aussi. En tant qu'économiste... Une réforme fiscale qui coûte 5 milliards pour l'un, 20 milliards pour l'autre. Attendez, c'est de 1 à 4. En tant qu'économiste, on peut faire des réflexions sur la faisabilité. Je crois qu'à la réforme fiscale, il faut quand même se rendre compte aussi qu'en Belgique, nous sommes un des pays d'Europe où les dépenses publiques représentent le pourcentage le plus élevé du produit intérieur. 55% en Belgique, pour 50% en moyenne européenne et pour 45% en Allemagne. Il faut en être conscient aussi. Donc, au niveau de la réforme fiscale, on peut très bien réagir, mais je crois qu'il faut lier recettes publiques et dépenses publiques. On ne peut pas faire la distinction entre les deux. Et dans le même temps, je crois que l'électeur a une possibilité de sanctionner. C'est l'élection suivante. Le parti qui n'a pas respecté sa parole, qui n'a pas rencontré le programme qu'il avait imposé. Alors, on va me dire, l'électeur oublie. Et c'est vrai, il est beaucoup plus influencé par des événements récents lorsqu'il vote que par des faits plus passés. Mais l'électeur qui est berné une fois par un parti, la solution, c'est de plus voter la prochaine fois pour un autre parti. Mais moi, je voudrais faire son choix en connaissance de cause. Vous avez raison. Ça, vous avez raison. Ça va être la Bérésina pour certains partis, alors. Moi, je voudrais vous rejoindre quand vous disiez tantôt que la Cour des comptes était assez frileuse parce qu'en fait, ils avaient peur de perdre leur indépendance, leur impartialité. Donc, moi, j'ai répliqué aux représentants de la Cour des comptes en disant qu'on leur demandait une analyse justement objective et donc on leur demandait pas de prendre position par rapport à un programme et donc d'avoir cette analyse objective. Et pour répondre une dernière fois à cette fameuse note de la KUL, je répète qu'il se basait sur un article de presse. Cette note faisait 2 pages et donc nous, ce que nous demandons, ce sont des analyses sérieuses. Et donc l'étude de nous la avons KUL, nous avons la preuve que ce n'était pas une étude sérieuse. Une dernière question à vous poser à tous. Le président fait marche arrière depuis lors. Sauf que votre président fait marche arrière. Sauf que notre président a eu un contact. Ce qui démontre quand même l'utilité d'avoir une expertise des programmes. Parce que depuis que les experts de la KUL sont intervenus dans ce dossier, je vois que la réforme fiscale du MR a été modalisée. C'est l'intérêt. N'a pas été modifiée. Oui, bon, pas sûr que les analyses feront l'unanimité. On le voit ici sur ce plateau. Une dernière question là-dessus. Est-ce qu'on pourrait obliger encore, dans les jours qui viennent, la Cour des comptes, le bureau du plan, à pratiquer ces analyses? C'est envisageable? Vous allez le faire? Si la proposition est votée, elle peut être votée la semaine prochaine, c'est à l'ordre du jour de la commission de l'Intérieur, elle peut être votée, donc ça peut... Vu que la proposition prévoit 35 jours avant les élections. Les chiffres qu'on lance, ça ne sera pas possible dans les 60 jours. Il faut avoir le courage de le dire. La proposition prévoit 35 jours avant les élections. Mais ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas possible. C'est aussi démagogique que vos réformes. C'est possible sur le plan de la réforme fiscale, ce n'est pas possible sur le plan des programmes politiques, et je rejoins M. Gauzouin, c'est la démagogie politique de la part du MR. Comme ça, vous pouvez lancer n'importe quel cadeau politique et les gens peuvent faire n'importe quoi. Alors, n'ayez pas peur que l'on examine la réforme fiscale du MR. 230 millions pour la gratuité des cantines. Vous avez peur, Mme Galland. Je vous interromps. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Il nous reste très peu de temps, mais là, on va suivre et on verra effectivement s'il y aura ou pas cette évaluation des promesses fiscales. Il y a en tout cas une loi qui a fait beaucoup parler d'elle et là on a l'impression qu'il y a eu un cafouillage énorme, c'est cette loi sur le nom de famille. Alors récapitulons, à l'avenir on pourra choisir le nom du père ou le nom de la mère ou les deux dans n'importe quel ordre, mais s'il y a des accords ce sera le nom du père seul. Bon, j'ai l'impression d'une fameuse marche arrière, Zoé Genoux. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi Ce qui est surtout dommage, c'est que c'est un dossier là, on dit que depuis 2013 cette proposition de loi attend, mais les propositions sur le nom de l'enfant, ça date d'encore avant 99. Oui, l'évaluation c'est 2010. On avait eu une grosse discussion en commission, des auditions, etc. Et puis le projet avait été enterré par majoritairement des hommes, parce qu'à l'époque le Parlement était moins mixte en séance plénière. Maintenant on revient avec. Il y avait eu en commission parlementaire vraiment à un moment les parlementaires qui avaient dit on se détache un petit peu du texte du Parlement, on investit et on propose donc que les gens gardent le choix.
comme en France, ça se passe très bien, mais que en cas de désaccord, eh bien, ce soit le double nom père-mère qui soit pris. Voilà. C'était le texte qui avait été voté en commission. Il est arrivé en plénière et là, ça a éclaté dans tous les sens, des partis disant, comme le CDH, disant j'ai voté mais je ne soutiens plus, et puis d'autres revenant aussi sur leur chose. Et du coup, on a dû renvoyer le texte en commission et on est revenu avec là quelque chose qui nous désole un peu. Une loi qui fait marche arrière par rapport à la proposition. En cas de désaccord. Donc le fait de dire en cas de désaccord, c'est d'office le nom du père. Et là, on se rend compte que dans des ménages où les rapports de force ne sont pas totalement équilibrés, on donne le pouvoir au père. Et ça, je ne pense pas que c'était vraiment souhaitable dans le cadre de cette discussion. Alors, l'Open VLD et probablement la NVA souhaitent que cette loi soit évoquée au Sénat. Que vont faire le CDH et le PS en la matière? Et est-ce que, finalement, cette proposition qui a été votée à la Chambre servira à quelque chose? Est-ce que le Sénat aura encore le temps de la discuter? Est-ce qu'encore une fois, ce n'est pas une proposition inutile? Benoît Serres. Alors il faut quand même rappeler qu'on est là dans le cadre d'une proposition qui touche à l'identité des gens. Hein, donc ce n'est quand même pas rien. Et donc nous regrettons c'est le CDH qui a voulu nous regrettons la précipitation en fin de législature pour un projet tout de même aussi important. Et donc je crois qu'on aurait gagné à remettre ça à la prochaine législature. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Parlement? Vous savez, les parlementaires ne sont pas des presse-boutons. Les parlementaires sont aussi en droit, dans un projet comme celui-là, d'amender, d'être réceptifs aux réactions de la population. Et c'est ce que, en tout cas au CDH, nous avons souhaité faire. Alors, la proposition risque d'être transférée maintenant au Sénat, évoquée au Sénat. Et puis, on verra bien ce qui se passera une fois qu'elle sera au Sénat. Est-ce qu'il va y avoir des adaptations, des modifications? Je n'en sais rien. Je ne veux pas préjuger de ce qui se passera. Donc c'est une loi qui ne servira à rien, Christophe Lacroix. Bien sûr que non, puisque nous sommes le seul État avec l'Italie en Europe à ne pas avoir de loi sur le double nom de famille. Oui, d'accord, mais on en a une là. L'Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, non, mais ça, j'entends bien. Mais ce qui a été voté ici va être mis en cause et il n'y aura pas de changement. Mais écoutez, si les conservateurs, si tous ceux qui sont rétrogrades, Monsieur Lacroix. Monsieur Serrex, laissez-moi terminer. Oui, non, mais c'est qui? Monsieur Serrex, si vous quand on arrive avec des propositions, vous savez, la deuxième génération, il y a une dizaine de choix possibles, on va engendrer des conflits familiaux. Je ne pense pas que c'est une réaction conservatrice, Monsieur Lacroix. Mais Monsieur Serrex, peut-être pas la même vision. Il y a un proverbe en wallon qui dit que les rogneux, s'ils sont rogneux, ils n'ont qu'à se gratter. Soit. Donc ça veut dire que celui qui se sent visé, il n'a que s'en gratter. Je réagis quand vous donc taxez conservateurs. J'explique effectivement que les conservateurs, que les rétrogrades, ceux qui vivaient encore au XIXe siècle, dans leur conception patriarcale des choses, mais c'est leur droit. C'est leur droit. Mais pourquoi ont-ils peur? Mais pourquoi ont-ils peur, Madame de Moulin? Pourquoi ont-ils peur? Ce ne sont pas des discussions inutiles parce que cette loi ne servira à rien. Absolument pas. Pourquoi ont-ils peur de permettre aux gens de choisir librement le nom de famille? Pourquoi ont-ils peur d'étendre l'euthanasie aux mineurs? On n'enlève aucun droit aux autres, on en donne d'autres à certains sans nuire aux autres. Pourquoi refuse-t-on ce choix? Et donc pour nous cette proposition, cette proposition de loi est tout à fait essentielle. Les conflits familiaux. Mais il n'y a pas de conflit de famille. Mais si. Allez, mais c'est pas vrai. Il nous reste 30 secondes. Didier Gosselin. Il est incontestable que dans ce dossier aussi, c'était la cacophonie entre les partis de la majorité. Mais la proposition qui vient du gouvernement crée effectivement de l'insécurité. C'était une solution simple. On va rester là sur cette image quand même de fin de législature un peu chaotique. Allez, merci mesdames, messieurs d'avoir participé à ce débat. Je vous retrouve dimanche prochain. Bon appétit, bel après-midi à vous, au revoir.